Ah, 2026. Une nouvelle belle année de cinéma en perspective. C'est vrai que 2025 a été une année particulièrement flamboyante pour le 7e art. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a pour ce début d'année. L'affaire Boïarski, l'homme qui a fait trembler la Banque de France. Tu m'en diras tant. C'est quoi ça, Furciné libre? Ouais d'accord, 12 Years a Slave à la française, non merci. Qu'est-ce qu'on a là? La deuxième partie de 28 ans plus tard. Enfin bon, vu la gueule de la première partie, franchement, ce sera sans moi. Et ça, Greenland Migration? Quoi? Ils ont fait une suite à Greenland? Mais voilà, c'est ça qu'il nous fallait. En 2026, le monde avait besoin d'une suite du film Greenland. C'était tout pourri. Mais on va quand même essayer de décortiquer toute cette pagaille. Un petit mot sur le premier film qui était réalisé par Rick Roman Waugh, qui nous a habitués à du cinéma américain assez générique, comme La chute du président ou Kandahar récemment avec Gerard Butler. Greenland était un film catastrophe sorti en 2020, un petit peu passé sous les radars du fait de sa période de sortie complexe, notamment avec la pandémie mondiale qui avait mis à genoux le cinéma pendant plus d'1 an. C'était pourtant loin d'être raté et franchement je garde un bon souvenir du film. Alors attention, c'était pas un chef-d'œuvre, mais ça avait le mérite d'être un divertissement honnête, avec une jolie tension qui ne nous quittait pas pendant l'entièreté du film. Pour rappel, à la fin de ce dernier, John Garrity et sa famille parvenaient après moultes aventures à se réfugier dans un bunker du Groenland où ils ont commencé à créer une nouvelle société avec les autres survivants. Greenland Migration nous plonge donc 5 ans après que la comète Clark ait frappé la Terre. La vie dans le bunker semble s'être bien organisée, mais des secousses sismiques terribles détruisent une partie du bunker, forçant la famille Garrity à quitter cet abri sûr pour affronter le monde extérieur. Leur objectif est de trouver un nouveau foyer dans un décor apocalyptique, et ils vont au cours de leur chemin croiser tout un tas de personnages, certains seront méchants et d'autres gentils, vous connaissez la chanson. Ils suivent des rumeurs sur un endroit plus hospitalier vers le sud de la France. La France. Donc la France est le réceptacle de la survie de l'espèce humaine dans Greenland Migration. Pourquoi pas après tout? S'ensuit sensiblement le même enjeu donc que le premier film, à savoir traverser l'enfer pour se mettre à l'abri. Si le premier film réussissait à s'inscrire dans une réalité sociale plutôt intéressante et cruelle, Greenland Migration semble pour sa part perdre en pertinence. Les personnages ressemblent davantage à des erstats qu'à de vrais êtres incarnés. On a presque l'impression qu'ils sont là comme des fantômes sans véritable présence. Gerard Butler rejoue une fois de plus le père censé protéger sa famille, mais il y croit tellement peu que ça finit par se voir. Morena Baccarin reprend elle aussi son rôle avec une différence importante sur laquelle je reviendrai plus tard. Et quant à Roman Griffin Davis, qui incarne leur fils, son diabète pourtant central dans le premier film est si peu évoqué qu'on se demande s'il n'a pas miraculeusement disparu. Faudra sérieusement qu'il me donne les coordonnées du médecin qui l'a pris en charge. Côté mise en scène, c'est dans une continuité assez classique du cinéma contemporain américain, notamment celui de Rick Roman Waugh, à savoir donc délivrer une histoire de la manière la plus littérale possible. Il n'y a pas vraiment de regard, c'est très fonctionnel et ça sert surtout à faire avancer le récit d'un point A à un point B, sans vraiment chercher à produire du sens, que ce soit par le cadre, le montage ou encore le rythme. Les scènes de ce film sont toutes construites de la même manière. On a un décor, un danger identifié, une tension qui survient immédiatement, et qui se résout aussi vite qu'elle est arrivée, et ensuite on passe au décor suivant. Il n'y a aucune vraie respiration dans Greenland Migration. Pas de temps mort entre les personnages, pas de dialogue très pertinent, et en fait on a presque l'impression qu'on est face à un jeu vidéo, et à des scripts qui se lancent, et auxquels les personnages doivent réagir. La caméra reste vraiment à hauteur d'homme dans un champ contre champ qui est assez chiant à suivre, il faut le dire, et même s'il y a quelques plans qui sont spectaculaires dans le film, ils ne sont pas vraiment habités, et ils sont plus là pour impressionner la galerie et montrer que, il y a quand même eu 90 millions de dollars dans le budget. Et encore, je trouve que visuellement, malgré un budget comme ça laisse quand même à désirer à plus d'une reprise. Ce qui me dérange principalement, c'est qu'on ne cherche jamais vraiment à créer une image de cinéma dans ce film. Tout y est affreusement explicatif et laisse peu voire pas du tout place à l'ambiguïté ni à la suggestion. Une mise en scène qu'on pourrait qualifier d'efficace mais qui ne reflète pas vraiment d'âme ni de regard singulier particulier. Même la tension quelle qu'elle soit était absente du film et je n'ai pas été impliqué du tout dans cette histoire en protagoniste monolithique et robotique. Mais j'ai envie de dire que ces deux termes semblent vraiment être le mot d'ordre du blockbuster américain depuis un bon moment déjà. Et le pire, c'est que c'est même pas le plus gros problème de Greenland Migration. J'ai déjà vu des films qui laissaient un peu désirer dans leur forme, mais qui se rattrapaient sur leur fond. Et c'est peut-être là que Greenland Migration échoue le plus lamentablement. Nous sommes en 2026 et une notion envahit le territoire de la fiction comme un virus terrible dont nous peinons à nous débarrasser. La morale. La chose la plus surprenante avec ce film, c'est sa déconnexion totale avec le monde dans lequel il s'exerce. Le problème, ce n'est pas l'altruisme, mais son manque de nuances terribles.
Tout ça, c'est parfaitement incarné par le personnage d'Allison, la femme de John, qui va à plusieurs moments du long métrage aller aider différentes personnes, alors même que sa propre famille est toujours en danger. You serious? Bien, pourquoi pas, vous allez me dire, ça peut être un trait de caractère du personnage. Mais le film fait quelque chose de très problématique. Il dispense cette valeur de toute contrainte matérielle réelle. Il refuse de montrer le coût concret dans un monde où le risque fait partie intégrante de la vie des survivants. On nous montre que la nourriture est limitée, que la survie est devenue quelque chose de mathématique et que chaque décision est censée avoir un poids immédiat. Donc, intrinsèquement, privilégier systématiquement les autres devrait être tragique et pas vertueux par défaut. Je pense notamment à une scène où on nous explique clairement qu'il n'y a pas assez de ressources dans le bunker pour accueillir de nouvelles personnes, mais que les personnages décident quasiment unanimement de lancer quand même une expédition de secours, en diabolisant au passage le seul personnage qui s'était élevé contre cette décision. Et le souci, c'est que dans un récit honnête, même s'ils décident d'y aller quand même, ça devrait provoquer des morts indirectes, des famines, des conflits internes, ou au minimum une fracture morale qui dure dans le film. Mais non, on neutralise immédiatement les conséquences, ou alors on les reporte hors champ, ce qui transforme un choix discutable en une posture morale validée. On cesse d'être dramatique, et on devient prescriptif. La protection de la famille n'est plus présentée comme une obligation morale légitime, mais devient une faiblesse qui est montrée presque comme quelque chose d'égoïste dans le film. Alors que, dans un contexte de survie, protéger ses proches n'est pas quelque chose d'immoral. C'est même souvent la base de toute éthique humaine. Et en punissant implicitement ceux qui priorisent les leurs, le film nie une réalité anthropologique très importante au profit d'un idéal qui est complètement désincarné. Et ça sonne terriblement faux, parce qu'on sent en tant que spectateur que les décisions ne sont pas prises par les personnages, mais par le message qu'ils doivent incarner. Et du coup, ça donne un résultat affreux. On se demande pas « qu'est-ce que je ferais dans ce genre de situation ?», mais à la place, on est confronté frontalement à ce que le film veut que l'on pense. Et c'est là que l'immersion est totalement rompue. Et en plus, il n'aurait pas fallu beaucoup pour que cet élément du film fonctionne. Il suffisait de montrer que sauver d'autres personnes peut en condamner d'autres, et créer ainsi une dette qui est impossible à assumer. La compassion devient intéressante quand elle s'inscrit dans une démarche honnête avec le récit, et c'est là le paradoxe avec Greenland Migration. C'est un film qui veut défendre l'humanité, l'empathie et la solidarité, qui sont de très bonnes valeurs, je le précise quand même, mais qui refuse de montrer le prix que cela peut coûter, surtout dans un contexte apocalyptique tel que celui du film. La véritable humanité n'est pas aussi binaire, surtout en temps de crise. Elle est pleine de contradictions. On aide, on échoue, on sacrifie, et parfois on se trompe. Ça ne veut pas dire que nous sommes lâches, ça ne veut pas dire que nous sommes mauvais, ça veut dire que nous sommes humains. Et je trouve ça très bizarre de prôner cette vertu sans montrer un seul comportement humain dans ce film. Le problème, ce n'est pas la morale, mais la morale sans conséquence. Et dans un cinéma catastrophe ou de survie, c'est non seulement maladroit, mais intellectuellement très malhonnête. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Greenland Migration. Allez, maintenant moi je me taille.